Ça fait 1 an que DC Studios n'a pas réalisé un succès au box-office. Quand je dis 1 an, c'est depuis Black Adam facile. Black Adam, ça n'a pas remporté le succès qui était escompté. Shazam 2, bon, c'est encore pire. The Flash, c'est vraiment très très décevant par rapport à ce qui était attendu. Et Blue Beetle, qui peine à arriver aux 100 millions de dollars et qui va très prochainement arriver sur HBO Max en streaming aux États-Unis. Donc ça, c'est pour vous montrer, si vous voulez, l'ampleur du désamour, peut-être, je dirais, entre le box-office et le public et DC Studios, qui parallèlement est en train de relancer en fait la machine pour 2025 avec James Gunn et Peter Safran. Est-ce que les fans de DC Comics se sont évaporés dans la nature en 10 ans? Ben, je ne pense pas. On le dit depuis longtemps hein, que DC tient plus du tout la route, qu'il y a un énorme souci au niveau de la qualité, en fait. Parce que c'est pas forcément la quantité, hein, comme chez Marvel, où il y en a trop. C'est juste qu'il y a un énorme problème de la part de DC pour fédérer une communauté. Comme à l'époque de Man of Steel, comme à l'époque peut-être du premier Wonder Woman qui quand même avait réussi à réunir les foules. Mais moi j'aimerais revenir, ce qui nous a poussé en fait à avoir cette discussion là tous les deux ce soir, c'est une déclaration de David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad de 2016, hein, donc le pire. Suicide Squad, le moins bon des deux. Le moment des deux, en même temps, c'était pas très difficile de faire mieux que celui-là, qui a répondu en fait à une question du Hollywood Reporter, à savoir où sont passés les fans de DC, comme tu l'as dit, et comment en fait on peut faire de meilleurs films de super-héros. Et lui, il répond facile, laissez les réalisateurs avoir leur vision. Ne fonctionnez pas par peur, soyez audacieux, regardez ce qui marche, ne suivez pas le marché. DC a toujours eu les meilleurs personnages dans ses publications, le label est sombre, intense et réfléchi. Donc en fait, lui, sa réaction, en fait, c'est de dire, ils m'ont pas laissé la marge de manœuvre pour faire mon film. On le sait, hein, ça a été cuté dans tous les sens son Suicide Squad. Ils l'ont transformé en comédie parce qu'à l'époque, en fait, les Gardiens de la Galaxie en face cartonnaient. On sait que James Gunn avait réussi à faire un film de super-héros, voilà, avec plein d'humour, et donc ils se sont dit, nous aussi, chez DC, il nous faut ce genre de super-héros. Et malheureusement, en fait, tu fais pas un film sombre, tu le transformes pas au montage en film de comédie, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué. Après, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Les gens ont perdu confiance, je pense, un peu en DC Comics, et puis DC Comics a perdu, enfin DC Studio plutôt, a perdu je sais pas, la recette, même si, est-ce qu'il l'avait déjà de base? Je suis même pas sûr en fait. T'en penses quoi, toi? J'ai longtemps dit dans le podcast que pour moi, DC et Warner ont voulu brûler les étapes dans ce grand projet qui était celui d'émuler en réalité le Marvel Cinematic Universe, mais avec, on va dire, 5 ans de retard, puisque Man of Steel s'est sorti en 2013. Et Man of Steel s'est sorti en 2013, et du coup, c'est vrai que Iron Man, c'était 2008, quoi. Bah, a toujours eu ce train de retard qu'ils ont jamais réussi à rattraper. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient pas les armes, en réalité. Ils ont eu très vite une vision, qui est celle de Zack Snyder, qui va poser problème plus tard dans l'univers d'ici, à mon sens. C'est que, en réalité, si ce n'est pas Zack Snyder derrière, ça n'intéresse personne. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que, en fait, il y a une patte très très marquée tout de suite, ce qui était évidemment un bon choix pour se démarquer de Marvel Studios, mais qui ensuite a posé problème dans le sens où tout ce qui n'était pas réalisé par Zack Snyder, ça ne faisait pas les succès escomptés, en dehors de Aquaman, et c'est à peu près tout en fait. Oui, non, ouais, entièrement d'accord. Donc, est-ce que ouais, c'est Snyder en fait pour toi qui a un peu enterré la recette d'ici sans vraiment le vouloir en fait? Je pense pas. En fait, c'est pas la faute de Snyder. Je pense que ensuite c'est peut-être le public qui a un peu trop attendu la même chose tout le temps. Parce que c'est vrai que du côté de Marvel, c'est
très très uniformisé, quoi. Ah oui, oui, oui. Et donc du coup, on s'imaginait à avoir toujours la même chose. Et moi, pour moi, le problème originel, il est que Man of Steel c'est 2013 et Justice League c'est 2016. 2017 même, je crois, non? Ouais, donc tu vois, 3-4 ans pour sortir un univers cohérent, unifié, dans lequel on fait un crossover à marche forcée. Donc le crossover, c'est évidemment arrivé à Avengers en très peu de temps. Ah, mais ça me choque pas parce qu'en fait, à l'époque, Iron Man 2008, Oui. Avengers 2012, 4 ans. Avengers c'est 2012, t'as raison. Et je crois qu'il y a 6 films au total. Oui, alors déjà, avant il y a plus Avengers. de films. Et bien sûr, il y a plus de films, mais surtout, ils ont pris le problème à l'envers. Ouais. Et c'est qu'ils ont fait un perso, un film, un perso, et ensuite ils sont arrivés au climax qui est justement la réunification de tous ces persos ensemble. Exactement. La réunion de tous ces persos ensemble. Et là, c'est l'inverse en fait, parce qu'ils ont fait quelques films ensemble. Mais en fait, Aquaman n'avait pas encore eu son film. Non. Wonder Woman avait à peine eu son film. Cyborg, il a jamais eu son film. Non. The Flash, on l'a eu là cette année. Voilà. Donc en fait, on avait eu et Batman, c'était Batman versus Superman, donc c'était pas vraiment le film de Batman. Ouais. Et donc voilà, en fait, c'est compliqué de faire un crossover si derrière t'as pas introduit tes persos, quoi. Voilà. Moi, Cyborg, j'en avais rien à cirer. C'est ça. Je le connaissais pas. The Flash, il est cool, mais parce que heureusement que le perso est cool, quoi. Mais sinon, ouais, c'est compliqué. Et au-delà de ça, donc ça c'était pour le côté vision très marquée qu'on a ensuite vraiment dilué plus tard, et pour le fait qu'on s'est vraiment précipité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, à mon sens, c'est qu'ensuite cette vision du côté production, on l'a complètement abandonnée parce que ça marchait pas assez. Et donc du coup, en fait, on a abandonné ça et on s'est dit, mais en fait, on va faire comme le MCU. On va faire, et c'est comme ça que c'est ce que dit David d'ailleurs, c'est que c'est comme ça qu'on a massacré son Suicide Squad. C'est que il y avait Deadpool qui venait de sortir et donc il fallait faire comme Deadpool. Sauf que le film était déjà tourné. Et donc ça avait aucun sens de faire ça à son Suicide Squad. Alors, comme le dit Manès dans le chat, je trouve qu'il force un peu beaucoup avec la higher cut depuis des années. Oui. Parce que justement, il y a eu le mouvement Snyder Cut, et ça c'est un autre problème. C'est que, en fait, il y a une telle polarisation des fans autour de tout ça. Et je trouve qu'il y a une toxicité aussi sur certains de ces mouvements qui est un peu complexe. Oui. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lève le petit doigt et qui a de près ou de loin quelque chose en rapport à dire autour de DC Studio et tout, c'est toujours des vagues de merde. Et honnêtement, avec les hashtags qui vont bien sûr, hein, en mode release de Snyder Cut, ou vendez Zack Snyder's Justice League à Netflix, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est rigolo, jusqu'à ce que ça devienne chiant. Ouais. C'est trop, c'est too much, bien sûr. Voilà. Non, c'est too much. Là-dessus, on est d'accord. Et même si je suis curieux de voir la Ayer Cut, si elle existe, je suis même pas sûr qu'elle existe, hein, cette version de Suicide Squad. Pour une raison simple, c'est parce que la semaine dernière, j'ai vu Fury de David Ayer, que j'avais jamais vu, avec Brad Pitt, et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et en fait, j'ai compris pourquoi il l'avait embauché sur Suicide Squad. Et c'est vrai que tu vois pas du tout le réalisateur, tu vois pas sa patte dans Suicide Squad quand t'as vu Fury juste avant, quoi. Quand tu te dis que c'est ce mec-là qui a fait ça, ouais, c'est très bizarre qu'il ait été embauché pour ce projet-là, si derrière tu le transformes en grosse comédie un peu potache. Et donc je suis assez curieux quand même de ce point de vue-là. Évidemment, la fanbase, tu l'as dit, est toxique, mais bon, ça, c'est pour beaucoup de licences, beaucoup de franchises, hein, c'est souvent le cas. Le problème, c'est quand les studios écoutent la fanbase à ce point-là, quoi. On a eu le problème avec Star Wars aussi, on a eu voilà, c'est là où David Ayer est intéressant quand il dit qu'il faut pas forcément écouter, trop s'écouter même, tu vois, les studios s'écoutent beaucoup, quoi. Ils voient que ça marche, on continue, quoi. Mais non, ça marche pas. C'est pas parce qu'en face, le voisin fait ça que chez toi, ça va marcher aussi, quoi. C'est vrai. Il faut faire la part belle aux auteurs, il faut essayer des choses, il faut tenter, mais évidemment, quand tu tentes, tu perds de l'argent aussi parce que tu fais des erreurs et le public répond pas forcément présent, quoi. On est aussi dans une industrie qui est extrêmement frileuse et qui n'aime pas tenter des choses parce que tout coûte tellement cher que quand tu tentes quelque chose à 250 millions de dollars et que tu fais du coup 200 millions pour ne penser qu'à The Flash, par exemple, c'est compliqué. On estime que tous les films là qui sont sortis en un an et ceux qui vont sortir, à savoir Aquaman 2, ça a coûté entre 1,1 et 1,2 milliard
à Warner Bros. Et que le seul moyen qu'ils récupèrent leur argent, c'est que Aquaman 2 fasse plus d'1 milliard au box-office. Ce serait pas le cas. Bah, j'imagine pas. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'ils sont très contents, Warner, d'avoir Barbie là en ce moment. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ils ont quand même le meilleur film, enfin le meilleur film, le film qui a fait le plus de recettes au box-office en 2023. Je pense que t'es très heureux. Ah bah oui. Mais oui, non, là évidemment, ils sont en chute libre côté super-héros. Est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé au même niveau côté Marvel, hein? Tu sens bien que la machine commence à coincer, que plus tu mets d'enjeux dans tes films aussi, il y a ça. Il y a un côté, en fait, ils mettent tellement d'enjeux dans leurs films qu'au bout d'un moment, le public, il est lassé. Parce que ils ont sauvé l'univers 10 fois. C'est vrai. Bah, ils vont pas sauver plus que ça, quoi. C'est fini, en fait, tu peux pas aller plus loin que ça, quoi. Donc en ce moment, on a le multivers, c'est cool. Et encore, les gens sont lassés, là, se sont lassés du multivers très très vite. Bah, la phase 4 du MCU... c'est compliqué, hein. Mais même chez DC, il y a du multivers, même partout, quoi. Et tu te dis, ok, et après le multivers, on fait quoi, les gars? Ça va être complexe un peu niveau histoire, en fait. C'est un problème aussi d'histoire. C'est un problème de qu'est-ce que tu proposes aux gens, quoi. Bien sûr. C'est pour ça qu'un film comme Joker fonctionne mieux, je pense. Parce qu'il y a un côté film noir, un peu polar. Évidemment, bah, c'est plus original de le mettre dans un carcan de super-héros plutôt que d'en faire juste une histoire bête et méchante d'un tueur, tu vois, versus Batman. On en revient à la vision. Et pour moi, c'est clé. Sur le lancement du DC Universe, je pense que Warner et DC avaient fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire confier les projets à des gens qui avaient des visions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Batman de Matt Reeves et le Joker de Todd Phillips. Il y a quelque chose, en fait. Derrière, il y a une envie de réalisation, il y a une envie de scénario, et je pense que c'est important, parce que les scénarios, depuis, ça fait 3 ans, je pense qu'on bouffe de la merde, en fait, sur la plupart des productions, que je parle de DC, mais je parle du MCU aussi, hein. C'est pareil. Il y a... En fait, la surproduction engendre des scripts médiocres qu'on va quand même produire parce qu'il faut donner à manger à Disney+, il faut donner à manger à HBO Max, et en fait, on n'y arrive plus. La preuve, on en a parlé tout à l'heure dans les brèves, Disney+, ils sont en train de décaler tous leurs trucs parce qu'il y en a trop et qu'ils n'arrivent pas à faire des trucs corrects, quoi. Donc, et puis c'est pas que Disney+, c'est aussi Netflix, c'est aussi les autres plateformes. On arrive à un point, je pense, peut-être de rupture entre le public et les plateformes. Et les studios aussi en général. Il y a vraiment un moment où là, tu sens que les gens s'en rendent compte, ils sont gavés. Ils sont gavés de contenu, et nous, on le dit depuis très longtemps. Hein. Mais on est aussi les premiers consommateurs, parce que dans l'eau, évidemment, sur 10 merdes, il y en a peut-être une qui est sympa, tu vois, donc on va la regarder. Mais ça fait 10 merdes quand même. C'est pas, le ratio est pas fou, quoi. Donc c'est compliqué, mais eux, ils s'en foutent. Parce que leur politique, c'est pas ça. Leur politique, c'est pas de créer de la qualité. Leur politique, c'est de créer de la quantité. Et donc, à partir de ce moment-là. Et surtout des dividendes pour les actionnaires. Oui, voilà, c'est de faire du fric. C'est capitaliste plus. Ils s'en branlent, total. Mais nous, derrière, on est les premiers consommateurs aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on a le droit peut-être de dire on paye 15 balles par mois. C'est pas si cher quand tu y penses, hein, 15 balles. Hein. Quand tu ramènes ça auprès d'un DVD ou d'un Blu-ray, c'est sûr. Voilà. Mais on a quand même le droit de dire non, on aimerait quand même avoir un peu plus de scénar, un peu plus de vision, comme tu dis, voilà, un peu plus de. Je sais pas, c'est sûr. Et pour revenir du coup à l'état actuel de DC Studios, donc tout ça, on a fait un petit peu le récap vite fait de, allez, on va dire 6 années de DC Studios, et là le vrai point de rupture, c'est 2022, où on te dit, en fait on va recommencer de zéro. Et à partir de là, comment tu peux imaginer que la suite des productions qui sont entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est l'ancienne équipe de production qui les avait pensées, et en attendant 2025 avec le renouveau avec James Gunn et Peter Safran, comment tu peux t'imaginer que ces productions-là, elles vont attirer les gens? Puisque c'est bon, les gens ils sont au courant en fait que The Flash il aura pas de suite, que Aquaman 2 il aura pas de suite, que Blue Beetle, bon on te dit qu'il est intégré au nouveau DC Universe, mais personne n'en pense un traître mot. Tu vois, c'est... Ouais. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre tout ça. Ils ont lâché la rampe, clairement. Ils l'assument pas, c'est ça qui est dommage, parce qu'ils ont encore des merdes à vendre, donc forcément ils vont rien dire. Je pense que après la sortie d'Aquaman 2, là ils vont se focaliser sur le nouveau DC Studio, donc de James Gunn et Safran. Faut pas oublier qu'il y a Zaslav derrière aussi, bien sûr, qui est quand même un immonde personnage, qui lui pense vraiment qu'au fric, et donc patron de Warner, et donc c'est compliqué
de communiquer comme il faut sur la nouvelle vision de James Gunn. Et puis, c'est un pari aussi, hein. Ça reste un pari. On ne sait pas si la qualité sera au rendez-vous, hein, parce que James Gunn, il est sympa, mais c'est pas non plus Kubrick, hein, faut pas déconner. Donc, non, mais c'est vrai, on se touche un peu sur James Gunn. Il fait des films cool, mais c'est pas, tu vois, un énorme réalisateur. Ouais. Donc ouais, je suis très curieux. J'ai hâte, évidemment, de voir ce qui va se passer. Mais moi, j'en ai marre, en fait, des super-héros. Je crois que j'adore ça, hein, dans l'idée. Mais au cinéma, j'en peux plus, quoi. Je crois que là, j'ai plus de propositions cool depuis un bout de temps, hein. Il y a un manque d'inventivité, en fait, qui est assez ouais. criant. C'est qu'ils savent plus. En fait, ils ont plafonné à Endgame, tous. Et maintenant, comment on fait? On est obligé de redescendre les enjeux. Mais du coup, tu redescends les enjeux, tu changes de personnage pour repartir de plus belle vers une autre équipe. Le problème, c'est que toute cette phase-là, elle va forcément être bâtarde puisque les gens s'en tapent. Et donc du coup, alors, et je te le donne en mille, phase 6, phase 7, on va avoir la nostalgie des anciens Avengers. C'est sûr. Oui. Et ils feront sûrement revenir un Downey Jr. C'est évident. Dans un film pour la déconne ou un Captain America, parce qu'ils en ont besoin. C'est sûr. Ouais. Et donc pour le nouveau DC, il y a aussi le fait que, bon, évidemment, The Flash, c'était compliqué de promouvoir avec Ezra Miller, qui a eu beaucoup de problèmes depuis 2020 dans les tabloïds, etc., avec la justice. Tout ça, c'est compliqué. Derrière, ensuite, t'as James Gunn qui dit lui-même que The Flash, c'est le meilleur film de super-héros ever. On l'a tous vu sur pièce, et c'est pas le cas. Ouais. Je sais pas, ça, c'est étrange, hein. Parce que c'est pas le seul à avoir dit ça, hein. Stephen King aussi avait dit ça. J'ai pas compris. Même Tom Cruise a dit c'est génial, ça va faire revenir les gens en salle. Tu fais, mais les gars, vous avez fumé, waouh, vous avez vu le même film. Je sais pas. Ils ont dû voir un film monté différemment parce que. C'est possible. C'est bizarre, hein. J'ai du mal à comprendre cette espèce de petite vague de positivité autour de The Flash. Évidemment qu'il y a du positif à dire de The Flash, on l'a dit nous-mêmes dans le podcast, mais pas à ce point-là quand même. Ah non, faut pas déconner. Donc ouais, c'est... Et puis du coup, sur le bouche à oreille, c'est compliqué d'assumer ça derrière. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout ça qui fait que c'est une tempête un peu parfaite pour DC Studios, c'est que y a, en fait, à tous les étages, il n'y a aucune décision correcte qui a été prise, quoi. Ouais, non mais entièrement d'accord. Mais en tout cas, il va falloir patienter avant de découvrir cette nouvelle vision. Et puis en attendant, oui, DC Studio va devoir prendre son mal en patience. Et nous, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal aussi, hein, parce que ça nous permet peut-être de respirer un peu côté super-héros au cinéma. Et puis, ça donnera peut-être envie aux gens de découvrir d'autres formats, je sais pas, tu vois, autour des super-héros, parce qu'il n'y a pas que des blockbusters pour parler de super-héros, quoi. Bien entendu. Mais, oui, non, mais tout ça, je pense que c'est nécessaire pour qu'ils se rendent compte que en fait la surproduction ça a un coût aussi créatif évidemment, mais financier, puisqu'a priori c'est un peu ça qu'ils comprennent, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire autour de ce sujet-là? Non, je pense qu'on a fait un bon tour, mais ça reviendra évidemment dans les prochaines émissions. On sera pas sans en reparler, puisque vous savez que DC Studios, c'est un des trucs qui a un peu lancé Pop News l'an dernier. Donc évidemment, on va continuer à suivre tout ça avec intérêt, et puis bien sûr qu'on ira voir les films quand ils sortiront. Et puis l'air de rien, Superman Legacy, on va suivre avec intérêt quand même, parce que c'est très important. Et ils vont certainement encore avoir un problème de battement, c'est-à-dire que les productions qui sont annexes au DC Cinematic Universe, je pense à Batman 2, je pense à Joker 2, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? C'est compliqué aussi en termes de message de dire que le Batman 2, c'est pas le Batman de James Gunn. Ouais, ça me dérange moins. Parce que dans les comics, c'est le cas, et au moins ça offre une pluralité et une diversité aussi. Et pour le grand public, je maintiens que c'est compliqué pour le grand public, honnêtement. Ouais, mais tu vois, le grand public, il se dit pas, tiens, celui de Heath Ledger, le Joker de Heath Ledger, il fait bien la différence entre celui du Dark Knight et celui de Joker, le film, tu vois. Donc, je sais pas. Après, ils sont très espacés, les films. En vrai, les gens se poseront pas la question tant que les films seront bons.
Et que Mais c'est les ça, en gens fait. leur diront d'aller les voir, quoi. Ouais, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est très C'est ça. facile de dire ça, mais en vrai, je pense que c'est pas si déconnant de proposer plusieurs super-héros, en tout cas la même pas la même itération, mais en tout cas le même personnage, avec plusieurs itérations différentes. Ouais. Moi, ça me dérange pas, quoi. C'est fait dans les comics, c'est fait dans les romans, Oui. c'est fait dans plein de choses. Pourquoi pas le ciné tant que c'est bon, quoi, tant Ouais. que c'est bien fait. Tant que c'est clair pour tout le monde, mais le problème c'est qu'on a une telle vague de crossover et de trucs, on te met du multivers, donc les gens se disent ah mais du coup dans le Joker 2 on peut peut-être avoir le Batman de Robert Pattinson et peut-être qu'on peut avoir le Flash de Ezra Miller. En fait tu t'envoies tout le temps des signaux différents à tout le monde, quoi. Bien sûr, ouais, c'est Donc la com en fait qui est pas bonne, c'est la communication qui est pas bonne. tant que c'est clair pour tout le monde en fait, et que les films sont bons, il y aura pas de problème avec le bouche à Voilà. oreille, il y aura pas de problème pour remplir les salles à mon avis. Ouais, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord.